Le 28 novembre 1930 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film À l'Ouest, rien de nouveau, All Quiet on the Western Front, texte intégral. Cette semaine, quelques instants avant la projection de ce film déjà célèbre, un intrépide speaker présente dans les actualités le formidable hydravion Do-X, comme un instrument précieux de rapprochement entre les peuples. Optimisme si téméraire qu'il a certainement affaibli pour les premiers spectateurs la portée de la monumentale tirade par laquelle les distributeurs français ont cru bon de faire précéder l'adaptation de l'œuvre de M. Remarque par Lewis Milestone. Mais par la suite, des milliers de bonnes gens applaudiront ce réquisitoire pacifiste sans même soupçonner qu'il s'agit là d'un placard malicieusement commercial. Un film de ce genre nous réserve tant de sottises, clamées ou écrites, qu'il eût certainement mieux valu fermer ses oreilles aux réclamations des techniciens et des amateurs et refuser la projection publique. Comme s'il s'agissait d'un chef-d'œuvre classique, l'Américain a suivi pas à pas les événements décrits par M. Remarque. C'est beaucoup de piété pour un livre dont les vertus littéraires et morales sont évidemment assez minces. En célébrant à tort et à travers À l'Ouest rien de nouveau, on a fait un sort éclatant à une revendication obscure et élémentaire de l'homme contre la souffrance et la mort que nos ancêtres, plus raisonnables et plus délicats, se fussent contentés de juger malséantes. L'attitude de Remarque est beaucoup trop instinctive pour devenir probante. La protestation de l'animal malheureux ne postule point la désobéissance. Ce prétendu pacifiste, s'il refuse systématiquement toute noblesse au danger, ne se redresse pas moins dans son récit de la débâcle finale pour affirmer que l'Allemagne se retire invaincue, ce qui est à la fois le trait le plus élevé et le plus inquiétant pour nous de son carnet de guerre. On accorde l'importance d'un pacte aux propos naïfs d'une escouade sur les responsables de la guerre, recueillis par Remarque avec l'impartialité d'un reporter. On applaudit un symbole grossier de la faillite impérialiste, en la personne d'un ridicule professeur, mais on ferme les oreilles aux cris d'orgueil d'un adversaire qui s'exalte à sa propre résistance et ne s'avoue pas écrasé. Le cinéma américain possédant un style, c'est-à-dire une manière de penser dont la notion reste inconcevable pour la plupart des âmes germaniques, le film de Milestone a au moins une supériorité sur le livre du journaliste allemand. On pourra juger de diverses façons le parallélisme des deux récits. Nous ne doutons point qu'il ait entravé quelque peu la marche des images. Sauf la retraite de 1918, rien n'a été omis. Cependant, il fallait faire un choix dans ces épisodes, tout au moins pour l'importance à leur attribuer. Le cinéma, ne souffrant d'autre loi que celle du rythme visuel, on s'empare en droit à la contrainte, et que le metteur en scène eût aimé résumer plus souvent, tout en vagabondant davantage, puisque c'est son procédé le plus sûr pour évoquer la vie. Il se peut aussi que le discours, en lui imposant quelques scènes trop fixes, l'ait quelque peu embarrassé. Des propos de popote remplacent imparfaitement le spectacle bigarré et grouillant de l'arrière, où se serait complu l'agile cinéma muet. Il ne faut point s'y tromper, Lewis Milestone n'utilise pas la nouvelle technique du prologue, nous montre dès l'entrée à qui nous avons affaire. Il y a beaucoup plus grave que ces questions de tour de main, et cela reviendrait à savoir si l'on a le droit de tourner des films de guerre, si c'est du moins le rôle des Américains. Les studios de Californie, en s'attaquant à un sujet pour eux aussi exotique, savaient la partie sérieuse. Jamais le matériel humain d'un film n'a été réuni avec un soin plus scrupuleux. Grâce à la prodigieuse diversité des types humains réfugiés en Amérique, on a pu réunir des groupes de figurants ethniquement assez exacts. On retrouve aussi les types éternels des grandes et puissantes armées. Le poltron, le débrouillard, le mercenaire. Tout visage infiniment plus véridique, sauf le premier rôle, un peu trop yankee, que les comédiens malheureusement recrutés par Léon Poirier pour les principaux symboles de son beau Verdun. À des physionomies aussi intenses, il fallait un cadre exact. Les Américains ont creusé des kilomètres de tranchées, accumulé les documents, les avis des témoins oculaires.
c'est que l'on ne peut traiter l'histoire d'hier avec la même légèreté que celle du Moyen-Âge. Il n'importe, la Californie n'est pas l'Argonne, et il est des sujets où la bonne volonté ne remplacera jamais l'expérience. Leur guerre sent encore le diorama dès qu'elle devient vraiment la guerre, c'est-à-dire l'assaut, le combat à la grenade, le barrage d'artillerie. Lewis Milestone a cédé parfois à la tentation de dérouler sous nos yeux toute la bataille en bel ordre. Cela peut se défendre, c'est la conception lyrique, sportive et saine de la grande parade. Ici, elle voisine avec un mode scrupuleusement réaliste. L'ensemble devient hybride, avec trop de noir pour camoufler les difficultés, trop d'images passe-partout, tels les fantassins vus de bas en haut, sautant les trous d'obus à la file indienne, ou les attaques photographiées en surplomb, comme dans les bandes de cap et d'épée. Dans cette guerre bien réglée, les obus enlèvent d'un coup de jolis villages de carton-pâte, les vagues d'assaut affrontent les mitrailleuses avec une intrépidité qui confond le spectateur le moins averti des choses militaires. Et il s'en faut de bien peu que le corps à corps final ne ressemble à une bagarre entre gangsters et policiers. L'artillerie, les grenades, les bidons sont du modèle réglementaire, et il ne manque rien à ces tranchées d'Hollywood. Rien, sauf le détail que l'on n'invente pas, qui évoque mieux qu'un arsenal la peine des hommes en guerre, et que Léon Poirier trouva devant Douaumont, prêt à figurer pour son grand film. Dans cette atmosphère factice, l'émotion n'est point là où on a voulu la mettre. Le pathétique n'est pas, comme le disait hier si vigoureusement Georges Gaudy, dans cette médiocre scène théâtrale et peu vraisemblable où l'Allemand, isolé par la mitraille, blesse à mort un soldat français pour consoler ensuite son agonie. Il n'est pas davantage dans le tableau de l'ambulance, malheureusement beaucoup trop joué, et dans un décor trop épousseté, glacé en somme, et conventionnel, pour nous qui avons vu dans Verdun les postes de secours de Vaux, où lut les terribles colloques de la vie des martyrs, encore moins dans la panique des recrues, sous le premier pilonnage d'artillerie, où l'auteur s'en tient à la lettre et symbolise un bombardement par quelques sourdes explosions, au lieu de suggérer le désarroi des choses et des âmes sous le feu. Le résultat, pour ce tableau, est à peu près ridicule. Suffit-il donc que de la poussière tombe du toit d'une casemate et qu'une demi-douzaine de pétards détonnent pour affoler jusqu'à la crise de nerfs des garçons de 20 ans parfaitement bien constitués? Le décalage devient d'autant plus comique que leurs cris sont plus aigus. Partout, au contraire, où la réalisation plastique n'avait pas à traduire des états d'âme qui leur demeurent étrangers, les Américains ont serré de près le drame. Pour eux, il réside tout entier dans le contraste des visages imberbes et du harnais de guerre, dans le déguisement tragique de l'adolescent né pour l'étude, qui va mourir sous une capote raide et un équipement qu'il ne sait pas ajuster. Rien dans le film ne dépasse l'ouverture, les scènes de la caserne et, grâce peut-être au cadre réduit, à l'horreur nocturne, le premier passage de la mort sur les conscrits, la fin du soldat Bem, atteint en pleine figure, qui se dresse, fou de douleur, sous la décharge des implacables mitrailleuses. Cela ne fait pour nous aucun doute, le film est manqué, et il ne nous paraît pas possible, étant donné la matière fournie par le livre de remarques, qu'il ait pu en être autrement. L'ingénuité des Américains reste imperméable à ce noir pessimisme qui s'enivre de sa propre tristesse. Ils ne savent peut-être pas faire la guerre, mais ils ont encore plus de difficultés à n'en peindre que les aspects sordides et, grâce aux cieux, à rapporter l'arrogance de l'incorrigible remarque, qui eût été intolérable de la part de nos anciens frères d'armes. Quoi qu'il en soit, le film de Lewis Milestone conserve beaucoup trop de mauvaise éloquence. Le pouvoir de l'image est si puissant sur des esprits incapables, en général, de regarder une forme pour elle-même et sans y accoler un commentaire piètrement sentimental, qu'il faut juger avec rigueur cette démoralisante vision d'une guerre qu'on nous présente sans vainqueur, où l'on nous montre l'ennemi sous un visage idyllique, où le sacrifice des morts est systématiquement ridiculisé, réduit à un assassinat inutile. Nous croyons savoir que l'on s'inquiète de la diffusion du film. On fera bien. Quoi qu'il arrive, que l'on se méfie plus que jamais
d'une publication qui ne manquera pas, pour émouvoir la curiosité, de se travestir sous toutes les formes possibles. En réalité, le film de Milestone déçoit les anciens combattants par ses médiocres trucages et laisse les amateurs de cinématographie fort indifférents